días a todas y todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de los miércoles científicos de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Yo soy Norberto Lloves, el secretario científico de la institución, y para darles la bienvenida vamos a pasar a Mónica Fabeluques, que va a recibirlos con mucho cariño. Mónica. Bueno, buen día. Soy la presidenta de la institución. Es un enorme placer retomar estos encuentros científicos de los miércoles que, como se viene sosteniendo hace 2 años, han sido la manera de sostener el lazo y las actividades desde el comienzo de la pandemia. Queremos hacer algunos anuncios. Si bien la actividad científica está siendo virtual, por lo menos durante este primer cuatrimestre, es una enorme alegría anunciar que hemos retomado las actividades académicas presenciales y que nuestra casa, la casa de Julián Álvarez 1933, está abierta en su horario habitual de 10 a 17. ¿Sí? Esto quiere decir que todos aquellos que quieran organizar alguna actividad presencial pueden comunicarse con la Secretaría y reunirse allí. No hace falta reunirse en los cafés ni en las casas, ¿sí? La escuela está funcionando a pleno. La segunda cosa que les queremos contar es que hemos iniciado una serie de arreglos de mantenimiento a la casa, así que los que vayan ahora encontrarán un poco de lío, pero después todo va a estar como reluciente. Hemos además decidido implementar un aula híbrida, o sea, la posibilidad de hacer actividades en forma presencial que sean a la vez transmitidas en forma remota. Esto es una ganancia para nuestra institución que se va a implementar en poco tiempo. Y tenemos otros planes. Le doy la palabra a Sandra Borovechik, nuestra secretaria general, para que les siga contando. Hola, buenos días. Queríamos, antes de empezar este ciclo, que esperemos que sea fantástico, empezamos con una mesa muy buena, con un invitado de lujo. Queríamos contarles algunas cuestiones a nuestros socios, que, como decía Mónica, nuestra escuela está abierta, nuestros empleados están yendo a la institución de 10 a 17, sin embargo, si alguno quisiera hacer alguna reunión por Zoom, las aulas Zoom también están disponibles para nuestros socios. Si alguien la necesita, se comunica con nosotros y a través de un mail se puede organizar también alguna reunión por Zoom, así que pueden organizar reuniones presenciales, va a haber aulas híbridas, reuniones por Zoom, así que bueno, la escuela está funcionando a full. Y lo último que les queremos contar es que estamos trabajando para digitalizar nuestra biblioteca, así que a la brevedad vamos a tener todos los catálogos en forma digital y van a poder pedir búsquedas y los libros que deseen de nuestra biblioteca. Estamos trabajando para que a la brevedad pueda estar esto disponible. Así que bueno, la escuela en marcha y el ciclo científico también en marcha. Le paso la voz a Alicia y bueno, que empiece el ciclo. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Inauguramos, como decía el secretario científico, los miércoles científicos de nuestra querida asociación. Por 3er año consecutivo, el secretario y la comisión científica invitan a la carrera de niños y adolescentes, que ya tiene 11 años, ya es una puber, ¿no, Claudia? La carrera, ya una adolescente es la carrera. Así que bueno, el agradecimiento al secretario, el doctor Lloves, a la comisión científica, a la secretaría académica y obviamente al consejo directivo. Los agradecimientos a nuestra querida Nora Boskovoynik y a Bernard los va a hacer Claudia Levín, quien coordina esta mesa. Esta carrera, Versiones Contemporáneas en Niños y Adolescentes, fue creada con la idea de contemplar las nuevas versiones de las infancias y de las adolescencias. Nos interesan tanto las actualizaciones locales como internacionales, y aquí lo renombra Bernard, que recién habló de Arminda Verasturi. Los alumnos estudian a Verasturi, pionera del psicoanálisis con niños en Argentina y Latinoamérica, quien dio origen y puso en contacto con la obra de Melanie Klein,
estudian Lacan, estudian Freud, estudian Winnicott, y al mismo tiempo sabemos todo lo que tiene que ver con la donación de conocimiento que ha hecho nuestra querida Jeanine Pouget. Siguiendo su espíritu, nos interesa escuchar, conocer, estudiar los aportes actuales de nuestro valorado colega francés, Boy Bernard. Desde nuestro punto de vista, ubicamos a las infancias y su lugar en las familias, en la producción sintomática infantil y dentro del contexto de las grandes transformaciones que ha sufrido la sociedad a partir de la segunda mitad del siglo XX y que seguimos atravesando. Caída de ideales, el lugar de las familias, de las funciones parentales, las familias en la sociedad, el quebrantamiento de las lógicas binarias de género. Estamos conmovidos por la pandemia y ahora la guerra. Los pacientes, analistas, colegas e instituciones. Los cambios que observamos en la clínica de las infancias responden a la incidencia de los nuevos procesos de subjetivación. Es decir, en definitiva, son objeto de estudio de nuestra carrera la encrucijada de fenómenos sociales, políticos, económicos y nuevos paradigmas. Necesitamos escribir y reescribir permanentemente los psicoanalistas acerca de nuestras prácticas y nuestras nuevas creaciones teóricas. Antes de darle la palabra a nuestra querida Claudia Levin, quien hace 3 meses finalizó la coordinación de la carrera y hoy estamos celebrando todo lo hecho, y gracias por todo tu trabajo y responsabilidad. También le damos la bienvenida a quienes van a estar coordinando nuestra carrera, gente entrañable, Gabriela Kramer y Rodrigo Bergaña. Mucha suerte y va a estar todo muy bien llevado por ustedes. En nombre de Marité Sena y mío como asesoras de la carrera, muy agradecidos, muy conmovidos por esta reunión, y Claudia, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Alicia. Buenos días a todos y todas. Quería contarles que este encuentro es el resultado de una serie de menciones, lecturas espontáneas y conversaciones entre colegas que terminaron confluyendo primero en la idea y luego en la posibilidad concreta de invitar al profesor Bernard Goltz al ciclo científico. Tuve oportunidad de leerlo y también de escucharlo en distintas conferencias. Me acerqué a sus escritos a través de algunas traducciones de Nora Bosco-Voynich. Una cosa es ser intérprete y otra, mucho más rica, es el diálogo y la interlocución que toda traducción profunda supone. Es por eso que nos entusiasmó mucho saber que contaremos con ellos hoy acá. Nora es psicóloga, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de París y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es miembro fundadora y expresidenta de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, filial de la Asociación Mundial para la Salud Mental Infantil. Es miembro fundador de la CIPA de Latinoamérica y docente de la UBA y de la UB en grado y posgrado. Bernard es psiquiatra infantil y de adolescentes en la Universidad René Descartes. Es profesor emérito, es profesor emérito de Psiquiatría del Infante y del Adolescente en la Universidad René Descartes, París 5. Es psiquiatra infantil, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Francia. Es fundador del Instituto Contemporáneo de la Infancia. Preside las siguientes entidades: la Asociación Pichler-Loxi, Francia, la Asociación Europea de Psicopatología del Infante y del Adolescente, y la CIPA, que es la coordinación internacional entre psicoterapeutas, psicoanalistas, que se ocupan de personas autistas y miembros asociados. Pero sobre todo es un humanista, alguien que nos habla de los niños con autismo y sus familias, de las posibilidades de atención e intervención. Propone no cerrarnos en posiciones extremas de blanco o negro y no caer en la trampa del poder. Así no solo pierden los pacientes, sino que nuestra mirada como analistas se vuelve muy, muy chiquita. Nos habla de la necesidad de abordajes clínicos multidimensionales
y nos invita a participar, tal como indica el título de su libro, en su combate por los niños autistas. El lazo antes que el objeto, hacia una tercera tópica. Esta es la pregunta que formula para acompañarnos en este encuentro. Muchas gracias, Bernard, por tenerte entre nosotros. Te escuchamos. On peut commencer, Laura? Oui. Podemos empezar. Il y a un petit problème technique, c'est que toutes les personnes qui veulent entrer dans la réunion, c'est moi qui dois les admettre là. Non, c'est pas toi, t'inquiète pas. Ça apparaît ça apparaît en haut. Parce qu'on est co-amphitrioን, moi aussi j'ai... Ah d'accord, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui s'en occupe, t'inquiète pas, regarde pas ça. Très bien. Alors, d'abord, un grand bonjour à tout le monde. Buenos días a todos. Et c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être là avec vous pour ce temps de travail en commun. Es un gran placer para mí estar con ustedes en este tiempo común de trabajo. Je remercie très sincèrement Claudia Levin de m'avoir sollicité pour cela. Agradece a Claudia Levin por haberlo solicitado para esta actividad. Mais mes remerciements vont aussi, bien sûr, à Alicia Levin, à Monica Faveloukes, à tous les responsables de votre association. Y a todos los responsables de la asociación, los nombró recién. En particulier la présidente Monica Faveloukes. Y en particular a la presidente Mónica López. Voilà, mes remerciements vont aussi à Nora. J'espère qu'elle va accepter de traduire ce que je vais dire. Mi agradecimiento también va a Nora, que espero acepte traducir lo que voy a decir. Voilà, parce que Nora est une amie de très longue date, depuis longtemps. Porque Nora es una amiga desde hace muchos años. Voilà, que je connais bien, qui me connaît bien. On a beaucoup travaillé ensemble. Que me conoce bien, que la conozco bien y trabajamos mucho juntos. Je la remercie infiniment de faire en sorte que mon travail puisse être connu en Argentine et en Amérique du Sud. Le agradezco que haga que mi trabajo sea reconocido y conocido en Argentina y en América del Sur. Et vous allez voir, elle me connaît si bien que parfois elle traduit les choses avant même que je les édite. Y van a ver que ella me conoce tanto que a veces me traduce antes de que yo diga las cosas. Voilà, ce qui donne beaucoup de fluidité, bien sûr, à notre travail. A nuestro trabajo en común. Alors, je voudrais aussi dire en introduction que en France, en Europe et dans beaucoup d'endroits dans le monde, Quisiera empezar diciendo que en Francia, en Europa y en muchos lugares del mundo, on observe des attaques très fortes contre la psychanalyse. Vemos que hay ataques muy fuertes contra el psicoanálisis. Contre la psychanalyse dans l'autisme, mais contre la psychanalyse en général. Contra el psicoanálisis en el autismo, pero contra el psicoanálisis en general. Et je crois que ces attaques cachent en fait des attaques plus générales encore contre le soin psychique. Y yo creo que esos ataques en realidad esconden un ataque todavía más general contra el cuidado psíquico. Et derrière les attaques contre le soin psychique, il y a même des attaques contre les sciences humaines dont fait partie la psychanalyse. Detrás de ese ataque todavía un ataque más importante a las ciencias humanas en general, de la cual el psicoanálisis hace parte. Alors je voudrais vraiment dire qu'il y a là un grand souci pour la liberté de penser. Y acá entonces tenemos una gran preocupación por la libertad de pensar. Et que des associations comme la vôtre, qui forment des psychothérapeutes et des psychanalystes d'enfants et d'adolescents, Y que las acciones como las de ustedes, que forman psicoanalistas de niños y psicoterapeutas, ont une valeur de militance et d'engagement quasi politique pour la liberté de penser. tienen un valor de militancia y de compromiso político por la libertad de pensar. Voilà, alors je m'y associe très sincèrement et j'ai moi-même la responsabilité à Paris d'une association un petit peu comparable à la vôtre. Yo me asocio con esta tarea que hacen ustedes y de hecho en París yo dirijo una asociación que es parecida a la de ustedes. Voilà. Et il faut beaucoup saluer le courage des jeunes collègues qui s'engagent dans ces formations. Y tenemos que saludar el coraje de los jóvenes colegas que empiezan esta formación. Dans un contexte qui n'est pas facile par rapport à ça. Y en un contexto que no es fácil con respecto a esta tarea. Voilà, alors aujourd'hui, avec Claudia Levin, on a choisi comme titre pour ma conférence « Le lien avant l'objet ».
El título de mi conferencia, que la elegimos con Claudia, es El lazo antes que el objeto. Avec la question de savoir si cette réflexion pouvait nous mener vers une troisième topique. Preguntándonos si esta reflexión puede llevarnos hacia una tercera tópica. Et donc, bien évidemment, mes réflexions vont beaucoup tourner autour de la question du lien. Mis reflexiones van a estar girando mucho alrededor del tema del lazo, de la relación. Voilà, et je voudrais vous dire quelques mots pour vous faire comprendre pourquoi le lien est devenu très central dans mon travail. Y quisiera decirle algunas palabras para explicarles por qué el tema del lazo, del vínculo, tiene una importancia tan importante en mi trabajo. À l'époque où j'ai commencé mes études de médecine, Cuando empecé mis estudios de medicina, en France, on pouvait encore, aujourd'hui ça n'est plus le cas, mais à l'époque on pouvait encore devenir à la fois pédopsychiatre et pédiatre. En mi época, ahora ya no, uno podía al mismo tiempo ser pediatra y psiquiatra infantil. Voilà. Je savais que je voulais devenir pédopsychiatre. Yo sabía que yo quería ser psiquiatra infantil. Mais j'avais quand même envie de me former en pédiatrie pour aller voir un petit peu ce qui se passait du côté des maladies du corps chez les enfants. Pero también quería ser pediatra porque quería saber también un poco qué pasaba alrededor de las enfermedades del cuerpo en los niños. Voilà, donc en y réfléchissant aujourd'hui, je me dis que j'étais déjà sensible à la question d'un lien entre le corps et le psychisme. O sea que ya pensándolo hoy me doy cuenta que ya en esa época estaba preocupado por el vínculo entre el cuerpo y el psiquismo, ¿no? Voilà. Ensuite, je suis devenu pédopsychiatre et psychanalyste. Luego devine psiquiatra infantil y psicoanalista. Et j'ai toujours travaillé dans des hôpitaux pédiatriques qui recevaient des bébés, des enfants et des adolescents. Y trabajé siempre en hospitales pediátricos que reciben bebés, niños y adolescentes. Que ce soit à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul ou ensuite à l'hôpital Necker. Primero fue el hospital Saint-Vincent-de-Paul y después el hospital Necker. Voilà. Mais ce qui m'a, les trois domaines qui m'ont le plus mobilisé, Los tres dominios que más me movieron, que más me conmovieron, sont le développement précoce du tout petit, le développement précoce du bébé, el desarrollo temprano del bebé, la question de l'autisme et des troubles du spectre autistique, el autismo y los trastornos del espectro autista, et enfin la question de l'adoption, y por último, la adopción. parce que j'avais été formé par Michel Soulet, un grand pionnier de cette question en France. Porque yo fui formado por Michel Soulet, que es un gran pionero de este tema en Francia. Alors, le bébé, l'autisme et l'adoption, bien évidemment, ce sont des domaines différents. Los bebés, el autismo y la adopción son temas distintos, diferentes. Mais en fait, ce qui fait le lien entre ces trois domaines, c'est justement la question du lien. Pero lo que hace lazos entre esos tres dominios es el tema del lazo, del vínculo. Parce que le développement psychique du tout petit, Porque el desarrollo psíquico del bebé, qui lui permet de mettre en place son appareil mental, son appareil psychique, que le permite construir su aparato psíquico, je me représente ce développement précoce comme la mise en place des premiers liens. yo me represento el establecimiento del aparato psíquico temprano como el establecimiento de lazos, de vínculos. Des premiers liens entre le bébé et son environnement. Los primeros lazos entre el bebé y su entorno. Et la manière dont il va pouvoir se représenter mentalement ces premiers liens. Y la manera en que el bebé va a poder representarse mentalmente esos primeros lazos. L'autisme et les troubles du spectre autistique correspondent à des situations extrêmement douloureuses. El autismo y los trastornos del espectro autista son situaciones extremadamente dolorosas, dans laquelle les enfants échouent totalement ou partiellement à mettre en place ces fameux liens précoces. en los que el bebé fracasa total o parcialmente a establecer esos primeros lazos tempranos. Et la situation de l'adoption est une situation particulière. Y la situación de adopción es particular, dans laquelle les enfants vont devoir mettre en place ces liens précoces. En la que los niños van a tener que establecer esos lazos tempranos. Oh,
Non, je t'entends pas. Mettre en place ces premiers liens avec des adultes qui ne les ont pas engendrés, qui ne les ont pas fabriqués, con adultos que no los engendraron, que no los fabricaron, mais qui vont se positionner pour eux comme leurs parents pendant la vie pendant la vie entière. que se van a posicionar como sus padres durante toda la vida. Voilà, donc le lien dans le développement précoce, l'absence de lien dans l'autisme, le lien dans l'adoption. Entonces, el lazo en el desarrollo temprano, el no lazo, el no vínculo en el autismo y el lazo en la adopción. Et je m'aperçois vraiment que cette question du lien est tout à fait centrale dans ma pratique, dans ma réflexion théorique et dans ma clinique en général. O sea que el tema del vínculo, del lazo, es esencial en su clínica, en su práctica y en su reflexión. Voilà, et pour terminer cette introduction, juste un mot de l'Institut contemporain de l'enfance. Para terminar esta introducción, algunas palabras sobre el Instituto Contemporáneo de la Infancia, qui lui aussi tourne autour de la question du lien. que también habla, o sea, está alrededor del tema del vínculo, del lazo. Puisque c'est un espace que j'ai fondé l'année dernière. Es un espacio que Bernard Goltz fundó el año pasado. Pour penser le soin psychique, le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents. Para pensar el cuidado psíquico, cómo tomar a cargo el cuidado psíquico de los bebés, los niños y los adolescentes. Voilà, en essayant de mettre en synergie des enseignements universitaires, des formations et des soutiens à la recherche. Poniendo en sinergia la enseñanza universitaria, formaciones y investigaciones. Voilà, donc pour moi, la question du lien est centrale et je vais donc essayer d'en parler maintenant. Para mí la cuestión entonces del lazo, del vínculo es central y de esto me voy a ocupar ahora. Alors, il y a d'abord une première chose que je voudrais dire. Una primera cosa, algo que quiero decir primero. Et que j'ai un petit peu de mal à faire comprendre dans ma propre société analytique. Es algo que a mí me cuesta incluso transmitir en mi propia sociedad psicoanalítica. L'Association psychanalytique de France est assez prudente avec la psychanalyse de l'enfant et du bébé, on va dire ça comme ça. La Asociación Psicoanalítica de Francia uso estas palabras, es prudente con el psicoanálisis de niños. Voilà. Et moi, j'essaie de dire et de redire tout le temps que le bébé ne nous impose aucun renoncement à nos repères psychanalytiques. Y yo no me canso de decir que el psicoanálisis de niños no nos impone ninguna renuncia a nuestras referencias psicoanalíticas. Quand on s'occupe des bébés de manière psychanalytique, quand on veut être psychanalyste avec des bébés et leurs parents, cuando nos ocupamos de bebés como psicoanalistas, cuando trabajamos con los bebés y los padres, on peut tout à fait se servir de la théorie des pulsions, si on a envie. Podemos usar la teoría de las pulsiones, si queremos. Et des théories de la relation d'objet, évidemment aussi. La teoría de la relación de objeto, por supuesto. On peut tout à fait se servir de la théorie de l'étayage avec le bébé, bien sûr. Podemos servirnos también de la teoría del apuntalamiento con el bebé, por supuesto. Et on peut et on doit d'ailleurs se servir aussi de la théorie de l'après-coup. Y debemos servirnos de la teoría del après-coup, de la posteriori. Même pour les traumatismes très précoces. Incluso para los traumatismos muy precoces. Peut-être en modifiant un petit peu la théorie de l'après-coup sur un plan transgénérationnel. Modificando a lo mejor un poco la teoría del après-coup con la teoría transgeneracional. Voilà, donc le bébé, je crois, n'exige de nous aucun renoncement particulier à nos repères psychanalytiques habituels. El bebé no nos impone ninguna renuncia particular a nuestras referencias psicoanalíticas habituales. En revanche, il nous impose de repenser un petit peu le point de vue topique. En cambio, nos impone trabajar el punto de vista tópico. Et c'est dans cette perspective-là que se situe ma conférence cet après-midi. Y es en esta perspectiva que se sitúa la conferencia de hoy. Parce que quand le bébé est encore tout petit, quand il est encore très indifférencié, porque cuando el bebé todavía es muy chiquitito y todavía indiferenciado,
Winnicott disait qu'un bébé tout seul, ça n'existe pas. Winnicott decía, un bebé solo no existe. Qu'on me parle d'un bébé, disait-il, Cuando uno me habla de un bebé, decía Winnicott, et on me parlera forcément de son berceau, de sa famille, de sa maison. me van a hablar forzosamente de su familia, de su cuna, de su casa. Voilà. Le bébé existe dans la dyade, le bébé existe dans la triade, El bebé existe en la díada, en la tríada, mais la dyade et la triade sont des concepts interpersonnels et pas tout de suite des concepts intrapsychiques. pero la díada y la tríada son conceptos interpersonales y no intrapsíquicos. Voilà. Alors, les deux topiques freudiennes ne conviennent pas, ne sont pas très faciles à utiliser avec le bébé. Con el bebé no es fácil utilizar las dos tópicas freudianas. La première topique qui distingue l'inconscient, le préconscient et le conscient. La primera tópica que distingue inconsciente, consciente y preconsciente. La deuxième topique qui distingue le ça, le moi et le surmoi. Y la segunda que distingue ello, yo y super-yo. Sont des topiques qui supposent un sujet déjà très différencié dans son monde interne. Son tópicas que hablan de un sujeto ya muy diferenciado intrapsíquicamente. Ce qui n'est évidemment pas le cas tout de suite pour le bébé. Lo cual no es el caso del bebé. Esto no es lo que sucede con el bebé. Voilà, alors quand on s'occupe de bébés qui ne sont pas encore différenciés, cuando nos ocupamos de bebés que no están todavía diferenciados, ou quand on s'occupe d'enfants autistes ou de patients très archaïques qui sont mal différenciés, o cuando nos ocupamos de niños autistas o niños graves que todavía están mal diferenciados, ces deux topiques freudiennes sont un petit peu inadaptés. Esas dos tópicas freudianas son un poco inadaptadas. Et d'où cette réflexion que je mène actuellement avec Sylvain Missonnier en France. Por eso esta reflexión que estoy llevando adelante con Sylvain Missonnier, que es un colega francés, pour essayer de repenser un petit peu le point de vue topique dans ces situations cliniques particulières. Para pensar la tópica justamente en estas situaciones clínicas particulares. Voilà, on a l'année dernière, enfin en début d'année, on a publié un livre avec Sylvain Missonnier qui s'appelle « Le fœtus bébé au regard de la psychanalyse ». A principio de año, a fin de año pasado, a principio de este año, publicaron juntos, Bernard y Sylvain Missonnier, un libro que se llama El feto, le fœtus. Le fœtus bébé, avec un slash. El feto, rayita, bébé, bajo la mirada del psicoanálisis. Ouais. Et le sous-titre, c'est « Vers une métapsychologie périnatale ». Y el subtítulo es Hacia una metapsicología perinatal. Je le mets là dans le chat, Nora. Ah, lo está escribiendo en el chat por si quieren tener el libro, el título. Voilà. Voilà. Bon. Perfecto. Oui, ça va. Voilà, lui, Sylvain Missonnier est tout à fait spécialiste de la périnatalité. Sylvain Missonnier es un especialista de la perinatalidad. Et notamment de la période prénatale. Y sobre todo del periodo prenatal. Voilà, et moi, je m'intéresse, comme vous le savez, donc, au bébé et au développement précoce. Y yo, sobre todo, me intereso en el bebé y en el desarrollo temprano. Voilà. En fait, ce que je voudrais essayer de vous montrer, lo que quiero intentar mostrarles, c'est que le concept de représentation d'objets, es que el concepto de representación de objeto, qui est très important bien sûr pour les psychanalystes, tan importante para los psicoanalistas, est un concept qui est peut-être un petit peu trop global. Es un concepto demasiado global a lo mejor. Bien sûr, c'est un concept très utile quand on l'utilise, on se comprend entre cliniciens.
Por supuesto que es un término muy útil y que cuando intercambiamos entre psicoanalistas. Mais peut-être que parler de représentation d'objets, c'est un point de vue un petit peu trop macroscopique. Hablar de relación de objeto a lo mejor es demasiado macroscópico, amplio. Un peu trop macroscopique, c'est ça? Ya lo dije. Et un concept qu'on aurait besoin de décondenser un petit peu. Y es un concepto que él, digamos, Bernard nos propone de descondensarlo, de separarlo. De décomposer en plusieurs niveaux. En diferentes niveles. Et en ce moment, j'en vois au moins 3. Y en este momento yo veo 3 niveles. Il y a la représentation de la place de l'objet. La representación del lugar del objeto. Il y a la représentation des liens avec l'objet. La representación del lazo al objeto. Et il y a la représentation de l'objet proprement dit. Y la representación del objeto propiamente dicho. Voilà. Ces 3 niveaux sont compris dans le concept global de représentation d'objet. Esos 3 niveles están dentro, incluidos en la representación de objeto. Mais ce sont quand même des niveaux différents de la représentation mentale de l'objet. Pero son niveles diferentes de la representación mental del objeto. Je vais essayer de donner quelques clarifications sur ces différents niveaux. Voy a intentar clarificar estos distintos niveles. Voilà, mon idée, c'est que ces 3 niveaux se mettent en place successivement. Mi idea es que estos niveles se establecen sucesivamente. Probablement très rapidement, c'est vrai. Probablemente muy rápido, es cierto. Je n'ai pas de calendrier précis à donner pour le développement du bébé de ce point de vue-là. Tengo un calendario exacto para darles con respecto al desarrollo del bebé. Mais ils se mettent en place peut-être dans cet ordre-là quand même. Pero pensamos que se establecen en ese orden. La représentation de la place de l'objet d'abord. Primero entonces la representación del lugar del objeto. Peut-être que là, on est dans le domaine des proto-représentations. A lo mejor estamos en el dominio de las proto-representaciones. Telles que Bion les a proposées, les a étudiées. Como Bion las proponía y las estudió. Ou telles que Missonnier, dont je parlais tout à l'heure, les a évoquées à propos du virtuel. O como Missonnier las pudo evocar también a propósito de lo virtual. Voilà. En fait, peut-être que le fœtus qui devient un bébé au moment de la naissance, quizás el feto que deviene bebé en el momento del nacimiento, il arriverait tout de suite avec en tête une pré-représentation de la place de l'adulte qui va lui être nécessaire. Llegaría como con una pre-representación del lugar que ocupa el adulto que se va a ocupar de él. Hein? Bion, que je viens de citer, Bion, que lo acabo de citar, disait « Le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être. » Decía, el bebé encuentra al pecho ahí donde tiene costumbre o tiene la costumbre de estar. Et c'est vrai que vous l'avez peut-être vu en vrai ou dans des films. A lo mejor ustedes lo vieron realmente o en algunas películas. Si on pose un bébé qui vient de naître sur le ventre de sa mère, cuando ponemos a un bebé recién nacido sobre el vientre de la madre, tout de suite, il va chercher à trouver le sein, à monter vers le sein de la mère. Hein? Enseguida va a empezar como a subir hacia el pecho de la madre. Alors qu'il n'a encore aucune représentation de ce que c'est que le corps humain. Cuando todavía no tiene ninguna representación de lo que es el cuerpo humano. Il était inclus jusque-là dans le corps de sa mère, il n'a jamais vu le corps de sa mère. Estaba incluido en el cuerpo de la madre, pero no lo había visto nunca. Alors, il me semble que ce que Bion voulait dire avec cette phrase un petit peu énigmatique, me parece que lo que Bion quiso decir con esa frase un poco enigmática, c'est que le bébé cherche le sein là où il a coutume d'être, non pas sur le corps de la mère, mais dans la représentation qu'il a, lui, dans sa tête, du corps de la mère. Que el bebé busca el pecho ahí donde tiene costumbre de estar, no en la realidad del cuerpo de la madre, sino en la representación mental que él tiene de ese lugar. El lugar del objeto. Exactement. Et ça nous éclaire sur pas mal de choses. Y eso nos aclara muchas cosas.
Parce que le bébé humain est extrêmement immature, il est extrêmement inachevé à la naissance. Porque el bebé humano es muy inmaduro cuando nace, todavía no está terminado, digamos, cuando nace. On dit qu'il est extrêmement néotène, c'est le mot savant que je mets sur le chat là. Sí, se habla de neotenia. Voilà. Sí. C'est un inachèvement fondamental et fondateur. Una incompletud fundamental y fundadora del bebé. Un inachèvement physique, mais aussi un inachèvement psychique. Una incompletud física y psíquica. Et vous savez que Jean Laplanche, en France, a théorisé l'immaturité psychique du bébé humain. Jean Laplanche teorizó en Francia la inmadurez psíquica de los niños. Dans le cadre de sa théorie de la séduction généralisée. En su teoría de la seducción generalizada. Voilà, alors le bébé ne peut pas vivre physiquement et ne peut pas se construire psychiquement sans l'adulte, sans un adulte. El bebé no puede vivir ni físicamente ni construirse psíquicamente sin un adulto. Sans un adulte qui s'occupe de lui, qui prend soin de lui. Un adulto que lo cuide, que se ocupe de él. Et peut-être qu'il arrive sur Terre avec une pré-représentation de la place de cet adulte-là. Y a lo mejor llega al mundo con una representación del lugar de ese adulto. Ce que la psychanalyse appelle l'être humain proche. Lo que el psicoanálisis llama el ser humano próximo. Tu parles de Freud, du Nebenmensch? Oui, c'est ça, j'allais le marquer, le Nebenmensch dans la ouais. Lo que Freud dice en el proyecto cuando habla del Nebenmensch, que es el prójimo auxiliar, la persona que está cerca y que lo auxilia al bebé. En France, il y a eu un grand pédopsychiatre, psychanalyste qui s'appelait René Dietkin. En Francia hubo un gran psiquiatra y psiquiatra infantil que se llamaba René Dietkin. Que Nora a bien connu, je crois, au centre Binet. Que Nora conoció bien en el centro Alfred Binet, donde trabajó. Et qui disait, mais on s'étonne parfois que certains enfants ne veuillent pas nous parler en consultation. Y a veces nos asombramos que algunos chiquitos no nos quieran hablar durante la consulta. Et lui, il disait, ce qui m'étonne vraiment beaucoup plus, y él decía, lo que más me asombra, c'est que la plupart des enfants que nous recevons acceptent au contraire de nous parler. Es que la mayoría de los chicos, al contrario, aceptan de hablarnos. Alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un psychanalyste, un psychologue ou un pédopsychiatre. Mientras que no tienen ninguna idea de lo que es un psicólogo, un psicoanalista o un psiquiatra infantil. Voilà, et moi je rapproche ça de la question de la représentation de la place de l'objet. Y esto yo lo pongo junto con el tema este de la representación del lugar del objeto. Parce que les enfants n'ont pas de représentation préformée de ce que c'est qu'un parent ou de ce que c'est qu'un professionnel. Porque los chicos no tienen una idea preformada de lo que es un profesional ou d'un parent. O un padre. Voilà. Mais par contre, pour pouvoir vivre et survivre, pero para poder vivir y sobrevivir, ils ont besoin d'arriver sur Terre avec la représentation de la place de ce Nebenmensch qui leur est nécessaire. Necesitan llegar al mundo con una representación del lugar que ese Nebenmensch, que ese otro auxiliar, es para ellos. Voilà. Et cette question de la place de l'objet, premier niveau de la représentation de l'objet, y ese primer nivel de la representación del objeto, que es el lugar del objeto, est une représentation qui est très mobilisatrice, très forte, très puissante. Es una representación muy fuerte, muy movilizadora, muy potente. Qui ne dit rien encore de l'objet, mais qui parle de la place de l'objet. Que no dice nada todavía del objeto en sí, pero habla del lugar que este objeto ocupa. Voilà, et pour illustrer ça, j'évoque souvent le psychanalyste qui s'appelle Dorian Leader. Para ejemplificar esto, él siempre menciona algo que nos cuenta Dorian Leader, un psicoanalista. Un psychanalyste américain qui connaît beaucoup de choses dans le domaine artistique. Es un psicoanalista americano que conoce mucho en el dominio artístico. Et qui a écrit un certain nombre de livres qui ont été traduits en français. Y que escribió varios libros que fueron traducidos al francés. Et notamment un livre qui s'appelle « Tout ce que l'art nous empêche de voir ». Sobre todo uno que se llama Todo lo que el arte nos impide ver. Voilà. Et dans ce livre, il nous raconte que la Joconde,
en France, au musée du Louvre, a été volé en 1911. Y en ese libro él nos cuenta que la Gioconda del Museo del Louvre fue robado en el 1911. On l'a retrouvée 2 ans plus tard, en 1913, dans le garage d'un personnage un peu étrange. Y fue encontrada en 1913 en el parking de un personaje un poco extraño, en el estacionamiento. Qui n'avait évidemment pas pu revendre ce tableau. On ne sait pas très bien pourquoi il l'avait volé. Que no se entiende, no lo pudo vender, obviamente, un cuadro como la Gioconda, y no se entiende para qué lo robó. Et Dorian Lider nous apprend, avec des documents historiques à l'appui, Y lo que Dorian Lider en su libro nos dice, con apoyo, con fundamentos, con papeles históricos de base, que même s'il y a beaucoup de monde au Louvre pour aller voir la Joconde, incluso si hay mucha gente que va siempre a mirar la Gioconda, il y en a eu encore beaucoup plus entre 1911 et 1913 pour aller voir la place vide de la Joconde. Hubieron muchísimos más visitantes en el Louvre entre 1911 y 1913 para ver el lugar vacío de la Gioconda. La représentation de l'objet est une chose, la représentation de la place de l'objet est encore autre chose. La representación del objeto es una cosa y la representación del lugar del objeto es otra. Voilà. Alors, je vais passer à la représentation des liens. Ahora voy a hablarles de la representación del lazo, del vínculo. Et vous voyez cette représentation de la place de l'objet, pero ven bien cómo la representación del lugar del objeto, qui est peut-être tout de suite là dans le psychisme du tout petit, que a lo mejor está desde el principio en el psiquismo del bebé, c'est une composante préobjectale de la représentation d'objet. Es un componente preobjetal de la representación de objeto. C'est avant même la rencontre avec l'objet. Es incluso anterior al encuentro con el objeto. C'est du côté du sentiment d'être et pas encore du côté du sentiment d'exister. Está más del lado del sentimiento de ser que del sentimiento de existir. Pour reprendre cette distinction winnicottienne. Para retomar esa distinción que hace Winnicott. Alors j'en viens à la représentation des liens à l'objet. Bueno, hablemos ahora de la representación del lazo al objeto. Et je voudrais vraiment essayer de vous faire sentir que, même si c'est bizarre, y quisiera hacerles realmente sentir, aunque es un poco extraño, que la représentation des liens à l'objet peut précéder la représentation de l'objet lui-même. Que la representación del lazo al objeto puede preceder, o sea, estar previa a la representación del objeto mismo. Il y a déjà très longtemps, enfin une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années même. Hace ya más o menos 60 años. Serge Lebovici avait eu une phrase un peu énigmatique. Serge Lebovici había dicho una frase un poco enigmática. Il avait dit « L'objet peut être investi avant d'être perçu ». Él decía que el objeto puede ser investido antes de ser percibido. Ouais. Et attendez, je m'excuse. L'objet peut être investi avant d'être perçu. El objeto puede ser investido antes de ser percibido. O sea, se puede investir el objeto antes de percibirlo. Voilà, je l'ai mis dans le chat aussi pour que chacun ait bien la phrase française là. L'objet peut être investi avant d'être perçu. Non, je me suis trompé là. Attendez. Mais je peux le mettre, Bernard. Continue. Ah, c'est bizarre. Oui, ça y est, je l'ai mis. C'est bon. Ah, ok. L'objet peut être investi avant d'être perçu. On avait. En el chat. Voilà. Alors, on s'est beaucoup demandé ce que vraiment cette phrase voulait dire. Nos preguntamos mucho tiempo qué quería decir esta frase. Est-ce que l'attachement à l'objet pouvait être investi avant même que l'objet soit différencié? Es que el lazo al objeto puede estar investido antes de el percibir al objeto concretamente. Est-ce qu'il voulait faire une différence entre l'objet narcissique et l'objet objectal? Quería hacer una diferencia entre el objeto narcisístico y el objeto objetal. Aujourd'hui, je crois qu'on a les moyens de mieux comprendre cette phrase qui était très pionnière.
Creo que hoy tenemos los medios de comprender mucho mejor esta frase que fue muy pionera en su época. Et puis, je vais essayer de vous expliquer ça, mais il faut aussi penser au jeu du fort-da. Yo voy a intentar explicarles esto pensando también en el juego de la bobina. De Freud. Le jeu de la bobine, oui. Quand on réfléchit à ce jeu de la bobine, Cuando pensamos en este juego de la bobina, voilà, on se dit que l'enfant ne va pouvoir travailler sur la présence visuelle ou l'absence visuelle de la bobine podemos decir que el chico no va a poder trabajar la idea de la ausencia o la presencia de la bobina. il ne peut travailler sur la discontinuité visuelle de la bobine No puede trabajar la discontinuidad visual de ese objeto, que s'il a dans la main en continuité la ficelle. que si solamente teniendo en la mano el hilo que une. C'est la continuité de l'investissement de la ficelle, du lien avec l'objet, Es la continuidad del investimento de ese lazo al objeto, de ese hilo que une al objeto. qui permet le travail psychique du bébé sur la discontinuité du lien visuel avec l'objet, avec la Que bobine. permite el trabajo psíquico del bebé de esa discontinuidad visual de la presencia y ausencia del objeto. Donc là aussi, d'une certaine manière, la question du lien précède celle de l'objet, en quelque sorte. Acá también entonces el lazo precede al objeto mismo. Voilà, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui grâce à tout ce que le bébé nous a appris? Pero ¿qué podemos decir hoy gracias a todo lo que el bebé nos enseñó? D'abord, ce que le bébé nous apprend, c'est que le bébé est un observateur incroyable des adultes qui s'occupent de lui. Una de las primeras cosas que nos enseñan los bebés es que son observadores increíbles de los adultos que se ocupan de él. Le bébé nous observe, il nous scrute, et c'est un formidable clinicien de nos émotions et de nos affects. Nos observa y es un clínico formidable de nuestras emociones y nuestros afectos. C'est d'ailleurs ce qui rend, je trouve, le contact avec les bébés assez émouvant et intimidant parfois. Eso es lo que hace que el contacto con los bebés sea al mismo tiempo tan conmovedor, pero a veces un poco difícil. ¿no? Intimidante. Oui. Parce qu'il nous observe et il ne nous dit rien. Porque nos mira, nos observa, pero no nos dice nada. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, peut-être une autre situation. Y yo no sé si esto les recuerda otra cosa, alguna otra situación. Je laisse ça en suspens. Hein? Deja eso en suspenso, ser observado sin que nos digan nada. Voilà. En tout cas, le bébé envoie des signaux. En todo caso, el bebé envía señales. Je ne dis pas des signes, je dis des signaux. No digo signos, digo señales. Vers le dehors, vers l'environnement. Hacia el afuera, hacia el entorno. C'est pas encore vers l'autre, parce que l'autre, il ne l'a pas encore tout à fait bien repéré au début. Todavía no es al otro, porque el otro todavía no está identificado como tal. Mais en tant que substance vivante, en tant qu'organisme vivant, il envoie des signaux vers le dehors. Como organismo viviente, el bebé emite señales hacia el afuera. Et il regarde ce qui se passe. Y mira lo que sucede. Est-ce que ça revient ou est-ce que ça ne revient pas? Vuelve o no vuelve. Est-ce que ça revient vite ou est-ce que ça revient lentement? Vuelve rápido o lentamente. Est-ce que ça revient fort ou est-ce que ça revient doux? Vuelve fuerte o suave. Est-ce que ça revient dans le même canal de communication ou est-ce que ça revient dans un autre canal de communication? Si vuelve en el mismo canal de comunicación o en otro canal de comunicación. Et d'observation en observation, il va se faire une théorie de la réponse de l'environnement. Y de observación en observación, el bebé se va haciendo una teoría de las respuestas del entorno. Voilà, aujourd'hui, on a deux grands corpus théoriques qui nous parlent de ça. Tenemos hoy dos teorías que nos hablan de esto. Il y a la théorie de l'attachement dans le registre interpersonnel. Está la teoría del apego en el registro interpersonal. Et il y a le modèle de l'accordage affectif de Stern dans le registre un petit peu plus intrapsychique. Y está el modelo del entonamiento afectivo de Daniel Stern, desde un punto de vista un poco más intrapsíquico. Voilà. Mais vous voyez, quand un bébé observe le style interactif de sa mère, Pero cuando un bebé observa el estilo interactivo de su madre, quand il se dit, tiens,
moi, quand il éprouve, j'ai une mère plutôt accentuée, immédiate et transmodale. Cuando él siente, percibe que tiene una mamá más transmodal, más Immédiate. inmediata, que responde inmediatamente. Bon, c'est une représentation qu'il se donne du style interactif de sa mère, Es una representación que se hace del estilo interactivo de la madre, qui est très efficace, que es eficiente, qui lui permet de la distinguer des autres personnes qui s'occupent de lui, que le permite distinguirla de las otras personas que se ocupan de él, qui lui permet même de savoir si elle est comme d'habitude ou pas comme d'habitude, que le permite incluso de saber si la mamá está como siempre o no como siempre, si elle est de bonne humeur ou de mauvaise humeur, está de buen humor, de mal humor, mais ça ne dit rien encore de l'objet mère en lui-même. pero todavía no nos dice nada del objeto madre en tanto que objeto. Ça ne dit pas si elle est grande ou petite, si elle est jeune ou plus âgée. No nos dice nada si es grande, chiquita, más, con más edad o más joven, Blonde ou brune, grosse ou maigre. gorda, flaca, rubia, morocha. La représentation du lien n'est pas une représentation de l'objet, La representación del lazo no es una representación del objeto, n'est pas encore une représentation de l'objet. no es todavía una representación del objeto. Mais déjà, c'est quelque chose de très puissant, de très efficace. Pero ya es algo muy potente y muy eficiente. Et c'est plus tout à fait du côté de l'être, c'est pas encore tout à fait du côté de l'existence. Ya no es tanto del lado del ser, del sentimiento de ser, pero todavía tampoco es del sentimiento de existir. C'est plutôt comme un pressentiment de l'objet. Es como un presentimiento del objeto. Je crois que ce terme est important, le pressentiment de l'objet. Yo creo que ese término es importante, el presentimiento del objeto. L'investissement des liens qui précèdent la reconnaissance de l'objet en tant que tel, El investimento del lazo que precede el investimento del objeto en tanto que objeto fonctionne déjà comme un pressentiment de l'objet, mais ça n'est pas encore une représentation de l'objet. funciona como un presentimiento del objeto, pero no es todavía una representación del objeto. Alors, en France, quelqu'un comme sur les bébés. J'ai pas entendu, je t'ai perdu, Bernard. En Francia, En France, quelqu'un comme Geneviève Hague, alguien como Geneviève Hague, qui nous a appris tellement de choses sur les bébés, que nos enseñó muchísimas cosas sobre los bebés, es una gran dama francesa, Geneviève Hague. voilà, a fait remarquer qu'en quelque sorte, le bébé se fait un portrait abstrait de sa mère avant de faire un portrait figuratif. Nos dice que el bebé primero se hace como un retrato abstracto antes que un retrato figurativo de la madre. Parce que la représentation des liens, c'est une représentation rythmique, une représentation abstraite de l'autre. Porque la representación del lazo es una representación rítmica, es una representación abstracta del otro. Ça n'est pas encore une représentation figurative de l'objet. No es todavía una representación figurativa del objeto. Et vous savez peut-être que dans l'évolution de l'humanité, Y ustedes saben a lo mejor que en la evolución de la humanidad, c'est Geneviève Hague qui fait la comparaison. Geneviève Hague es la que hace esta comparación con la historia de la humanidad. Dans l'art préhistorique, l'art abstrait est beaucoup plus ancien que l'art figuratif. En el arte prehistórico, el arte abstracto es mucho, mucho, mucho anterior al arte figurativo. Es anterior. L'art abstrait aujourd'hui est un retour à l'art abstrait. El arte abstracto de hoy en realidad es un retorno a ese arte abstracto de hace tantos años. Voilà, alors cet investissement du lien qui se situe après la représentation de la place de l'objet et avant la représentation de l'objet proprement dit. Entonces, esta representación del lazo y el investimento de esta representación del lazo al objeto, que es posterior a la representación del lugar, pero anterior a la representación del objeto mismo, voilà, est une étape évidemment essentielle du développement précoce. Es una etapa esencial del desarrollo temprano. C'est là que se jouent les grands problèmes des pathologies autistiques.
es ahí que se encuentra el gran problema de los trastornos autistas, qui n'arrivent pas à investir le lien et à se représenter le lien. que no consiguen ni investir el vínculo ni entrar en el vínculo. Voilà. Et ces histoires de bébés vont nous suivre toute la vie dans nos histoires d'adultes. Y esas historias de bebés nos siguen toda la vida, de adultos, durante toda la vida. Hein? Chaque fois, chaque fois qu'on aime quelqu'un, Cada vez que amamos a alguien, ce quelqu'un est à la fois un objet ese alguien que amamos es un objeto et un lieu pour envoyer des liens vers l'autre, évidemment. y un lugar para enviar lazos al otro. Chaque matin, quand on se lève à côté de celui ou de celle qu'on aime, Cada mañana que nos despertamos al lado de aquel o aquella que amamos, chaque soir, quand on se couche à côté de celle ou de celui qu'on aime, cada vez a la noche que nos acostamos al lado de aquel o aquella que amamos, on regarde les réponses que l'autre nous envoie. estamos atentos a las respuestas que el otro nos da. Et on se demande, est-ce que il ou elle est comme d'habitude ou pas comme d'habitude? Nos preguntamos si él o ella está como siempre o no está como siempre, o está diferente. Et on ne peut pas s'empêcher de se poser cette question, Y no podemos impedirnos de hacernos esta pregunta, alors même que la réponse est toujours catastrophique. cuando incluso la respuesta es siempre catastrófica. Parce que si l'autre est moins, si nous ressentons que l'autre est moins bien que d'habitude, Porque si sentimos que el otro no está bien como siempre, está menos, no está bien, on va tout de suite se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que l'autre ne vamos a soit pas bien? preguntar rápidamente qué hicimos para que el otro no esté bien como siempre, qué hice mal, qué no hice. Mais si l'autre est en pleine forme et mieux que d'habitude, Pero si el otro está todavía mejor que siempre, mieux que d'habitude, je vais lentement pour vous laisser le temps d'imaginer la difficulté. Voy despacito para que puedan imaginarse la dificultad. La question qui s'infiltre là, elle est terrible. La pregunta que nos hacemos en el momento es tremenda. La question c'est, est-ce que c'est vraiment à cause de moi que l'autre va si bien? La pregunta es, ¿realmente es gracias a mí que el otro está tan bien? Et ça, ce sont des questions de bébés. Y esas son preguntas de bebés. Qu'est-ce qui modifie la mère? Qu'est-ce qui modifie l'autre? ¿Qué modifica a la madre? ¿Qué es lo que modifica al otro? C'est comme ça que le bébé est introduit à la question du tiers. Así, de esta manera, el bebé se introduce en la cuestión del tercero. Du tiers qui modifie la mère, mais qui peut être redouté aussi. Hein? El tercero que modifica a la madre, pero que también puede ser temido. Et je crois qu'on retrouve ça dans nos histoires d'adultes aussi. Y yo creo que esto es lo que encontramos en nuestras historias de adultos. Les modifications de la représentation du lien à l'objet, la modificación de la representación del lazo al objeto, nous parle toujours d'un tiers et éventuellement d'un tiers redouté. Nos habla siempre de un tercero y de un tercero que a veces es temido. Voilà. Mais vous voyez, cette représentation des liens, elle est évidemment intrapsychique. Esta representación del lazo es absolutamente intrapsíquica. Et c'est une représentation qui est avant même la représentation de l'objet, qui est la dernière étape. Y es una representación que es anterior a la representación del objeto. Et qui ne suppose pas que l'objet soit déjà clairement repéré et différencié. Y no supone que el objeto ya esté totalmente diferenciado e identificado como tal. C'est pour ça que quand je parle de troisième topique, por eso cuando yo hablo de una tercera tópica, la topique ne pouvant être que intrapsychique, hein, bien sûr. La tópica solo puede ser intrapsíquica, por supuesto. Il n'y a pas de topique intersubjective, la topique est par essence intrapsychique. La tópica no puede ser intersubjetiva, es intrapsíquica. Eh bien, je crois que cette troisième topique, celle dont on a besoin pour les bébés et les patients archaïques, c'est une topique du lien, justement. Yo creo que esta tercera tópica, que es una tópica que necesitamos para trabajar con bebés o con estos pacientitos como los autistas, es una tópica del lazo. Qui peut précéder et préparer les topiques freudiennes classiques ultérieures.
que puede preceder y preparar las dos tópicas freudianas ulteriores. Voilà, alors la troisième composante de la représentation d'objet, ben, c'est la représentation de l'objet lui-même. Entonces, el tercer elemento es la representación del objeto en sí mismo. La bobine, le visage de la mère, l'autre. La bobina, el rostro de la madre, el otro. Voilà. Mais je trouve important de distinguer ces trois niveaux. Pero para mí es muy importante que podamos distinguir esos tres niveles. Car ça peut nous aider à détailler davantage certains phénomènes. Porque nos puede ayudar a entender y a detallar más algunos fenómenos. Dans un travail qu'on a fait avec Nora, justement, En un trabajo que justamente hice con Nora, et qui va être publié prochainement dans la revue La psychiatrie de l'enfant, y que va a estar publicado dentro de poco en la revista La psychiatrie de l'enfant, on a essayé de réfléchir à la question de la rencontre et du coup de foudre. intentamos reflexionar juntos al encuentro y al enamoramiento, al coup de foudre. Est-ce que le coup de foudre, c'est la rencontre avec un objet, ou est-ce que c'est la rencontre avec une place pour un objet, ou est-ce que c'est la rencontre avec des liens particuliers à un objet? Y la pregunta es si en el enamoramiento es el encuentro con un objeto, con el lugar del objeto, o con el lazo al objeto, el vínculo. Quand on est amoureux, est-ce qu'on est amoureux de l'objet ou est-ce qu'on est amoureux de l'amour? Cuando uno está enamorado del objeto o está enamorado del amor? Peut-être des deux, hein? Ça peut arriver. Los dos, puede pasar. Mais peut-être c'est important de distinguer les choses. Pero es importante distinguir estas dos cosas. Et d'un autre côté, on peut aussi réfléchir à la question des dépressions. Y también podemos con esto reflexionar en las depresiones. Quand on parle de dépression, on parle souvent, bien sûr, de perte d'objet. Cuando uno habla de depresión, habla de pérdida del objeto. Mais selon les cas, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qui est perdu véritablement? Pero según el caso, hay que preguntarse qué es lo que realmente se pierde. Est-ce que c'est seulement la représentation de l'objet? ¿Es la representación del objeto? Ou est-ce que c'est la représentation des liens à l'objet perdu? ¿Es la representación de los lazos con el objeto perdido? Ou est-ce que c'est la représentation même de la place possible pour un objet? ¿O es que la pérdida es la representación del lugar mismo del objeto? Je crois qu'on a encore beaucoup de travail là devant nous pour distinguer ces choses-là. Y piensa que tenemos mucho trabajo delante nuestros para distinguir estos tres. Et je me dis que c'est peut-être dans la mélancolie que les trois niveaux sont perdus à la fois. Yo creo que es en la melancolía que los tres niveles se pierden al mismo tiempo. Mais peut-être pas dans toutes les formes de dépression. Pero no en todas las formas de depresión. Dans ce qu'on appelle la dépression essentielle, En lo que llamamos la depresión esencial, ce qui est perdu, c'est vraiment la capacité de se représenter des liens vers l'objet. lo que se pierde es la capacidad de representarse lazos al objeto, C'est-à-dire la capacité d'investir l'objet. la capacidad de investir el objeto. Pas de le percevoir, mais de l'investir. No de percibirlo, sino de investirlo. Et je crois que ça rejoint la manière dont André Green conceptualisait la pulsion de mort. Y esto nos lleva a cómo André Green conceptualizaba la pulsión de muerte. Il parlait de pulsion de désobjectalisation. André Green hablaba de pulsión de desobjetalización. C'est pas l'objet qui est perdu, mais c'est la capacité d'investir l'objet. No es el objeto lo que está perdido, sino la capacidad de investir el objeto. Alors, je vais peut-être bientôt m'arrêter pour laisser du temps à la discussion. Voy a terminar ahora para dejar lugar a la discusión. Mais ça me permet de conclure sur un concept que j'appelle la demande intransitive. Pero quiero terminar hablándoles de un concepto que yo llamo demanda intransitiva. Et c'est des réflexions qui partent, je l'ai marqué dans le chat, qui partent toujours du bébé et des enfants autistes. Y es una reflexión que parte de los bebés y de los niños autistas. Quand on travaille avec les bébés et les enfants autistes, Cuando
Cuando trabajamos con bebés y niños autistas, on n'a pas forcément l'impression qu'ils nous demandent quelque chose à nous en tant que nous-mêmes. no tenemos la impresión de que nos demanden algo a nosotros en tanto que nosotros, personas mismos. Ils demandent quelque chose, mais ils demandent quelque chose à l'environnement en général. Es como si pidiera algo al entorno en general, algo que no está dirigido a otro. Quand la demande d'un sujet névrotique est une demande transitive. La demanda de un objeto neurótico es una demanda transitiva. Le patient vient demander quelque chose à un analyste précis, particulier. Un paciente viene a pedirle algo preciso a un analista particular. La demande est latente ou elle est manifeste, mais elle est adressée à un objet particulier. La demanda puede ser latente o manifiesta, pero está dirigida a alguien en particular. Pour le bébé ou pour les enfants très archaïques, ceci n'est pas possible. Para los bebés o para los chiquitos muy arcaicos esto no es posible. Puisque l'autre n'est pas encore suffisamment distinct. Porque el otro todavía no está suficientemente diferenciado, distinguido. Par contre, il y a quand même quelque chose qui est demandé à l'environnement dans son ensemble. Por eso, pero hay algo que está pedido al entorno en su conjunto, como una demanda intransitiva. L'enfant envoie des messages et il attend que quelque chose revienne, que quelque chose rebondisse, que quelque chose retourne vers lui. Él envía señales y espera que algo le vuelva de ese entorno al cual él envía señales. Voilà, et je crois que dans le traitement des bébés et des enfants autistes, disons, Y yo creo que en el trabajo, en el tratamiento con bebés y con niños autistas, ceci pose un problème contre-transférentiel très intéressant, mais très délicat aussi. esto nos trae algunos problemas contratransferenciales importantes y delicados. Parce qu'il faut que le thérapeute, l'analyste, accepte Porque el analista tiene que aceptar un certain clivage en lui. un clivaje en el mismo analista, en sí mismo. Un clivage fonctionnel, bien entendu, mais un clivage quand même. Un clivaje funcional, pero clivaje. Hein? Une partie de lui va rester différenciée Una parte de él va a quedar diferenciado pour conduire la cure de manière efficace. para llevar adelante el tratamiento de manera eficiente, Mais une partie de lui va accepter de se désobjectaliser, pero una parte tiene que aceptar desobjetalizarse, de ne pas fonctionner comme un objet trop différencié, no funcionar como un objeto demasiado diferenciado, d'être simplement comme un point de rebond, un point de réfléchissement vers l'enfant. ser como un objeto en el cual algo vuelve y se refleja, como que rebota, vuelve, va hacia el terapeuta y vuelve hacia el niño. Un objet qui n'apparaisse pas tout de suite en tant qu'objet, mais qui fonctionne comme un objet. Que no existe todavía como objeto, pero que funciona como objeto. Voilà. Et ça, c'est pas forcément facile à vivre pour le thérapeute. Y eso no es fácil para el terapeuta. Parce que accepter de se désobjectaliser, même partiellement, Porque aceptar desobjetalizarse, aunque más no sea parcialmente, ça comporte le risque d'une petite atteinte narcissique quand même. comporta el riesgo de una pequeña herida narcisista. C'est prendre le risque d'une certaine dédifférenciation. Es soportar el riesgo de una dediferenciación. Et pourtant, c'est tout à fait essentiel pour que l'objet n'apparaisse pas de manière trop brutale. Pero es fundamental esto que está diciendo Bernard para que el objeto no aparezca de una manera brutal al niño. Frances Tustin, à propos des enfants autistes, Frances Tustin, a propósito de los niños autistas, disait il faut leur faire sentir qu'un objet existe, mais qui n'est pas une menace, qui n'est pas un danger. Tenemos que lograr hacerle sentir que un otro existe, pero que es un otro que no es peligroso, que no es amenazante para el sujeto. Voilà, c'est-à-dire qu'il faudrait que l'autre apparaisse doucement. El otro tiene que aparecer suavemente, despacito. Sans violence, sans discontinuité, sans traumatisme développemental. Sin violencia, sin discontinuidad, sin traumatismo. Un peu comme dans le bain de révélation du photographe.
Un poco como cuando un fotógrafo pone el negativo en el líquido. Voilà, l'objet va tout doucement apparaître et se préciser progressivement. La imagen va a aparecer despacito y se va a precisar de a poco. C'est-à-dire que ce qui est investi d'abord, ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est les liens vers l'objet. O sea que lo que está investido no es el objeto en sí mismo al principio, sino el lazo al objeto. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais de Winnicott à propos du sentiment d'être et du sentiment d'exister. Hace un ratito yo les hablaba de Winnicott con respecto al sentimiento de ser y al sentimiento de existir. En fait, on pense souvent aux deux grandes fonctions de holding et de handling. Nosotros pensamos a menudo en las dos funciones de las que habla Winnicott, el holding y el handling. Mais il y a la troisième fonction qui est la fonction d'object presenting. Está la tercera función, que es la de la presentación de objetos. Et parmi cette fonction qui permet à la mère de présenter au bébé les objets du monde. Es la función que le permite a la madre presentarle al bebé los objetos del mundo. Mais parmi les objets du monde que la mère doit présenter au bébé, pero entre los objetos del mundo que la madre tiene que presentarle al bebé, il y a elle-même, elle doit se présenter. Voilà. Et elle doit se présenter de manière douce et graduelle. Y tiene que presentarse de manera dulce y gradual, despacito. Voilà, c'est-à-dire qu'elle doit se présenter d'abord comme un lieu de renvoi, comme un lieu de lien et de renvoi des liens avant de se présenter comme une figure trop différenciée. Tiene que presentarse primero la madre como un lugar que le reenvía como el vínculo, así, antes que presentarse ella misma como un objeto, como el vínculo a ella. Voilà, et je crois qu'on retrouve quelque chose de ça dans le travail thérapeutique avec les bébés et les enfants archaïques. Y yo creo que esto es lo que encontramos un poco en el trabajo con los bebés y con los niños que tienen patologías arcaicas. Voilà, et je termine en disant que cette représentation psychique des liens, y yo termino diciendo que esta representación psíquica de los lazos, j'en ai beaucoup parlé à propos de la mère, évidemment. Hablé mucho con respecto a la madre, por supuesto. Mais en réalité, pero en realidad, et je laisse ça pour la discussion, y dejo esto para la discusión, c'est toute la question du père pré-oedipien qui se trouve là. Acá tenemos todo el tema del padre preedípico. Le père pré-oedipien n'est pas un père qui sépare le bébé de l'objet mère. El padre preedípico no es el papá que separa a la mamá del bebé. Le père pré-oedipien, que ce soit un homme ou une femme d'ailleurs, el padre preedípico, que sea hombre o mujer, la fonction de père pré-oedipien, disons, su función de padre preedípico, est une fonction de tiers qui relie le bébé et la mère. Es una función de un tercero que une, que liga a la madre y al bebé. Mais c'est un lien entre, c'est donc quand même un tiers. Es un lazo entre y entonces es un tercero. Voilà, en français, on parle de tiers reliant. En Francia se habla del tercero que religa. Reliant voilà. Je te le mets dans le chat, Nora. Voilà, tiers reliant. Reliant, que liga. Un tercero que liga. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Voy a terminar acá. Je remercie énormément Nora de sa traduction formidable. Le agradezco a Nora su traducción formidable. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont invité pour cette conférence aujourd'hui. Le agradezco a todas las personas que me invitaron para esta conferencia hoy. Merci. Merci. ¿Cómo quieren que hagamos? ¿Quieren que lean preguntas yo ahora? ¿Yo paso cuestión? A ver, si es posible, Claudia, Verónica Ginocchio tiene una entrevista en 10 minutos, hizo una pregunta, si es posible, que estamos vos y yo en la organización, ¿se puede leer, Nora? No sé si la tenés, la de Verónica Ginocchio, si sí, no... Creo que sí. Es sobre bio, si no te la paso. ¿Cómo? La tenés ahí. Es cuando dice muy interesante presentación, cuando Bion plantea el lugar donde estuvo el pecho y ya no está, dice que ese lugar puede ser visto como un dot, la nada que quedó del pecho, o como un point,
la representación que marca la ausencia. Estos dos modos del lugar del objeto, ¿ustedes los piensan como evolutivos? Alors, Bernard, ah, je te voyais plus. Comment on fait là? Il y a une question de Véronica Ginocchio qui doit partir, donc on me demande de te la poser tout de suite. Ouais. Et, bon, elle te remercie ton intervention, elle trouve que c'est très intéressant, et elle dit que quand Bion parle de la place où a été le saint, et qu'il n'y est plus, il dit que cette place peut être vue comme le rien, le néant, qui est resté du saint, ou comme un point, la représentation qui marque l'absence. Ces deux modes du lien, ces deux modes de la place de l'objet, toi, tu les penses comme évolutifs? Est-ce qu'il y a comme une évolution entre ces deux modes de se représenter les liens? C'est-à-dire soit comme un vide, soit comme un point, c'est ça? Voilà. Voilà. Je remercie beaucoup cette personne de sa question très, très profonde. Te agradece, no sé dónde está la persona que hizo la pregunta, pero agradece mucho esta pregunta pertinente. Hola. Ahí está saludando Bernard, ahí está saludando Verónica. Sí, dice elle est posée par quelqu'un qui manifestement connaît bien l'œuvre de Bion. Hein. Dice que es una pregunta que seguramente le hizo alguien que conoce mucho la obra de Bion. Et effectivement, les proto-représentations dans la théorie de Bion sont évolutives. Y él dice que las proto-representaciones en la teoría de Bion son evolutivas. Et ces proto-représentations, qui sont d'abord des creux, y esas proto-representaciones que primero son como de un agujero, de un vacío. C'est dans la rencontre avec une expérience, une rencontre extérieure avec l'objet. Con el encuentro con una experiencia con el exterior. Qu'elles vont se transformer en représentation proprement dite. Que van a transformarse en representaciones propiamente dichas. Donc le passage du creux au point est conditionné par les rencontres extérieures. Hein. Dice que el paso de esa nada del punto al punto tiene que ver con el encuentro con el exterior y con el otro. Bien sûr, c'est évolutif. Y por supuesto es evolutivo. Je prends un exemple dans un tout autre domaine. Te va a dar un ejemplo en otro registro. Dans le domaine de l'immunologie. En la inmunología. Aujourd'hui, on a appris que les bébés, quand ils naissent, hoy ya sabemos que cuando los bebés nacen, hein, ils ont les anticorps pour tous les antigènes peut-être qu'ils rencontreront dans leur vie. Tienen los anticuerpos para todos los antígenos que se van a encontrar en la vida. Avant même d'avoir rencontré ces antigènes. Antes de incluso haberlos encontrado. Ils ont des anticorps en creux qui sont capables d'accepter toute une série d'antigènes. Son como unos anticuerpos en esa nada, en ese vacío, dispuestos a encontrar todos los antígenos. Et quand ils rencontreront un antigène particulier, y cuando van a encontrar un antígeno en particular, alors l'anticorps initial va se modifier pour devenir tout à fait spécifique de l'antigène qui a été rencontré. El anticuerpo se va a transformar en un anticuerpo específico para ese antígeno. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je me représente l'évolution des préconceptions de Bion. Y es así como yo me represento la evolución de las preconcepciones de Bion. C'est d'abord une espèce de coque en attente. Es al principio como una especie de hueco en espera. Et ensuite, dans la rencontre avec l'objet, elle va se transformer, se modifier. Y en el encuentro con el objeto se va a modificar y transformar. ¿Pasamos a otra pregunta? Sí, sí. Graciela Jaimski, ¿la leo en español o no hace falta? C'est des questions qui sont dans le chat que tu veux... Si la gente la vio en el chat, ¿no? ¿Están de acuerdo? La ven en el chat, ok. Simplemente con poner Graciela Jaimski y léela en francés. Ok. On te demande si la proto-conversation, le mamané, ici on l'appelle maternesse,
le mamané, la protoconversation, avec ses particularités, sa sonorité particulière, est un lien comme première construction de représentation des places. Elle dit qu'elle travaille sur une thèse sur la distance affective interpersonnelle mère-bébé. Ouais. Attends, la question n'est pas claire. Y en tanto trabajo una tesis sobre distancia afectiva interpersonal madre-bebé, ve relación entre este y su desarrollo sobre la representación del lugar del objeto. No me queda clara la pregunta. La relación entre la sonoridad. A ver si Graciela, no sé si estás ahí, si la podés hacer, o si podés explicarme la pregunta, porque no se entiende. En tout cas, la question, tu comprends le materné, le mamané, comme une première construction de la représentation de la place de l'objet. Non, moi je me le représente comme une première représentation d'un lien. Se lo representa como una primera representación del lazo al objeto, y no del lugar. Voilà. Il me semble que le mamané, c'est un lien vocal, c'est un lien qui est beaucoup plus fait d'ailleurs de voyelles que de consonnes. El maternés es vocal y está mucho más hecho de vocales que de consonantes. C'est un lien dont les variations rythmiques et d'intensité sont essentielles. Es las variaciones rítmicas y de los sonidos es esencial. Voilà, et la prosodie du mamané est fonctionne comme un miroir aussi entre la mère et le bébé. La prosodia del materné funciona también como un espejo entre la madre y el bebé. Voilà, pour moi, le mamané, c'est une figuration du lien, pas vraiment de la place de l'objet, mais du lien avec la mère. Para mí, el maternés es más una figuración del lazo al objeto y no del lugar del objeto. Je crois. Yo creo. On te demande, Bernard, si on peut penser cette idée de la représentation du lien avant la représentation d'objet, si tu peux l'articuler avec le concept de Freud d'identification primaire. Ah oui. L'objet, oui. Ah oui, tout à fait. Je crois que ça rejoint un petit peu ce que j'ai voulu dire. Esta pregunta, hay una pregunta si la relación de esto con el término de identificación freudiano, identificación primaria. Y Bernard está diciendo que sí y está contestando a esta pregunta. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai voulu dire avec la différence entre le sentiment d'être et le sentiment d'exister, justement. Esto tiene que ver con esa diferencia que yo les indicaba entre el sentimiento de ser y el sentimiento de existir. Voilà, les identifications primaires sont du côté du sentiment d'être. Las identificaciones primarias están del lado del sentimiento de ser. Et les identifications adhésives en particulier. Y sobre todo las identificaciones adhesivas. Alors que les identifications secondaires sont plus dans le registre du sentiment d'exister qui est objectable. Mientras que las identificaciones secundarias estaban del lado del registro de la representación. De représentations objectives. De las representaciones objetales, de la representación de objetos. Et c'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'autisme, c'est l'adhésivité qui domine. En el autismo es la adhesividad que domina. Et dans les psychoses, c'est la projection. Y en la psicosis es la proyección. Dans l'objet, justement. En el objeto, justamente. Voilà, alors il me semble que cette représentation du lien qui précède la représentation de l'objet. Me parece entonces que esta representación del lazo que precede la representación del objeto c'est quelque chose qui fait le passage entre l'adhésivité et la projection. Es lo que hace el pasaje de la adhesividad a la proyección. C'est pour ça que j'ai parlé de pressentiment de l'objet. Por eso les dije que era tan importante para mí el término de presentimiento del objeto.
On voit chez les enfants qui émergent de l'autisme, c'est vraiment le travail sur la représentation des liens qui est essentiel. En los chicos que salen del autismo es realmente la representación del lazo al objeto que es esencial. Por ahí, para que se entienda un poco mejor, me parece mejor leer la pregunta en español y después traducirla. Ah, perfecto, perfecto. Porque si no, los que no conocemos el francés, quedamos... Bueno, Norberto creo que dice, en esta propuesta de un lazo previo... No, esa es la que recién diste. Ah, ok, era perfecto. Entonces, muy interesante, de Lidia Storti. Muy interesante, no, perdón, esa no está escrita, de Lucila de la Serna. Muy interesante presentación. Esta representación del lugar puede ir construyéndose de la experiencia intrauterina donde va creciendo dentro del objeto, contenido rodeado de sonido del corazón, sus sonidos internos, al que busca luego cuando ya nació, que ha compartido sus emociones. Considera que son el inicio de ese lazo. La representación lugar del objeto, una búsqueda de esa experiencia inicial. Alors, on te demande, Bernard, si tu penses que la représentation du lien à l'objet est liée à ce qui vit les bébés dans l'utérus, où ils commencent à grandir dedans l'objet, avec les sons du cœur de la mère, tous les sons qu'ils sont à l'intérieur du corps de la mère, et qu'après, il recherche, une fois qu'il est né, quand il est en dehors du ventre de la mère. Est-ce que toi, tu considères que c'est ça, le début de ce lien? Oui, moi, c'est difficile d'être sûr. Hein. C'est difficile d'être seguro. C'est difficile de vraiment savoir comment ça se passe. C'est difficile de savoir realmente cómo esto sucede. C'est vrai que moi, je suis très intéressé par le modèle de Susanna Maiello. Dice que yo estoy muy en resonancia con la concepción de Suzanne Maiello sur la voix maternelle comme premier objet sonore prénatal. Como que ella teoriza la voz materna como el primer objeto sonoro prenatal del bebé. Je crois que c'est un très bon exemple de ce que la question nous propose là. Hein? Este es un buen ejemplo de lo que hace, de la pregunta que acabamos de leer. La voix prénatale, c'est le mamanet prénatal en quelque sorte. Hein? La voz prenatal es el maternés prenatal de alguna manera. C'est-à-dire que les variations de la musique, du rythme et de l'intensité de la voix maternelle en prénatal. Las variaciones de la música, del ritmo, de la cadencia de la voz materna. Pour moi, c'est une représentation d'un lien, c'est pas la représentation de l'objet encore. Para mí es la representación de un lazo y no del objeto. Ça ne dit rien de la mère, mais ça dit quelque chose du lien entre les deux. No nos dice nada de la madre, nos habla del lazo entre ellos. Donc, de ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord avec la question qui m'a été posée là. Hein. Mais je vois dans les questions, il y a une question de Mario Fares. Attends, il faut que je la cherche. Attends, je vais la chercher ici. À 17h16. Attends, je vais la chercher ici, alors, 17h16. Alors, ça fait Attends. Si el lugar del objeto voilà. es una proto-representación, sin él no hay representación de lazo y de objeto posible, ¿cómo se construye esa proto-representación en la clínica? Voilà, alors moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que les proto-représentations ne se construisent pas. Lo que quiere decir Bernard con respecto a esta pregunta es que la proto-representación no se construye. Dans le modèle de Bion, en tout cas. En el modelo de Bion, en todo caso. Elles sont données de manière, on pourrait dire, innée, congénitale. Están dadas de manera innata, congénita. Elles ne se construisent pas, elles sont tout de suite là, elles sont déjà là, tout de suite déjà là. No se construyen, están ya enseguida ahí, presentes. Alors après, je ne sais pas si elles peuvent se transformer ou se réparer, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'esprit de Bion, c'est des choses, c'est des constituants immédiatement présents. Hein.
Para Bion está constituido inmediatamente y él no sabe, dice, yo no sé si se pueden transformar, modificar, pero que para Bion están desde el vamos. No Un se petit peu, construyen. voilà. Un petit peu comme Freud a parlé des fantasmes originaires. Hein. Un poco como cuando Freud hablaba de los fantasmas originarios. Là, on pourrait dire c'est une représentation originaire de l'objet avant même la rencontre avec l'objet. Así como podemos... J'étais en train de lire une question, pardon. T'as dit quoi, Bernard? J'étais en train de lire Une représentation, les proto-représentations sont des représentations originaires de la place de l'objet. Son originales del lugar del objeto. Avant même la rencontre avec l'objet. Antes incluso del encuentro con el Donc objeto. on n'est pas dans la construction interactive, là, on est dans le donné d'emblée. No estamos en la construcción interactiva, estamos en lo que está dado de entrada. En tout cas, c'est à mon avis l'esprit de Bion là-dessus. En todo caso, es lo que yo pienso que Bion nos quiso decir. Si on prend de Graciela Jaimsky, tomando la función de presentación de objeto del pensamiento de Winnicott, ¿acordaría en definir el tono maternés como una presentación de objeto sonoro temprano que hace lazo con el bebé? Alors, si on prend la présentation d'objets de Winnicott, tu serais d'accord pour dire que le mamané, la proto-conversation, est une présentation d'objets sonores précoces qui fait lien avec les bébés? Tout à fait. Tout à fait. Sí. C'est déjà un phénomène transitionnel. Hein? Ya es un fenómeno transicional. Está totalmente de acuerdo con esa pregunta. Y otra pregunta de Norberto Lloves, ¿el padre preedípico no es asimilable a la cultura que habita a la madre? Le père préédipien. Ah oui, j'avais vu cette question-là. Retraduis-la, voir. Redis-moi. Il te demande, tu veux le dire? Oui. Est-ce que le père préédipien... Norberto? Sí. Attends, il va te parler directement, Bernard. C'est bien. Je vais te traduire. Sí, decime. No, ¿me querías decir algo? No. No, si es asimilable a la cultura que habita a la madre. Sí. No, esa era la pregunta. Si ok. Como padre predípico. Si le père a la cultura que la madre. Esa terceridad. Si on peut penser les pères préédipiens comme la culture qui habite à la mère, à l'intérieur d'elle, sa culture à elle. Ouais, je trouve que c'est très joli comme ça. Encuentra que lo decís de una manera muy linda. Está muy bien dicho así, de esa manera. C'est bien. On te demande, la pregunta es, ¿cómo ubicaría el objeto subjetivo de Winnicott? ¿Cómo tu peux situer l'objet subjectif de Winnicott? Le paradoxe de l'objet subjectif. C'est un tas topique, j'imagine. Ah oui. Non, mais... Là, d'abord, je veux pas tout organiser autour de ma présentation. Hein. Dice que no va a contestar todo en función de su presentación de hoy. Oui. La différence entre l'objet subjectif et l'objet objectif. La diferencia entre el objeto subjetivo y el objeto objetivo. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus tard que ce que j'ai voulu dire là. Creo que sucede un poquito más tarde de lo que yo estuve presentando hoy. Voilà, avec la place très importante que Winnicott accorde à l'agressivité. Con el lugar tan importante que Winnicott le da a la agresividad. Je crois que vous le savez, tout le monde le sait maintenant, mais Winnicott, c'est pas que la question de l'amour. Hein. Creo que ya todos lo saben, con Winnicott no estamos solamente en el amor. C'est aussi la question de la haine et la destructivité. Y también está la cuestión del odio y la destructividad. Et moi, la manière dont je comprends la question de l'objet subjectif, y la manera en la cual yo entiendo el objeto subjetivo, c'est par rapport à son article sur l'utilisation et la survie de l'objet. Es en su artículo sobre el uso del objeto. C'est-à-dire qu'attaquer l'objet interne, atacar el objeto interno, et s'apercevoir que l'objet externe résiste, survit,
y darse cuenta que el objeto externo sobrevive, resiste a esa agresividad, c'est justement ce qui va permettre de faire la différence entre l'objet externe et l'objet interne pour es lo Winnicott. que le permite al niño diferenciar el objeto externo y el objeto interno. Et je crois que dans un très grand nombre d'occurrences, de cas, Y creo que en muchos casos, en muchas situaciones, pour Winnicott, la notion d'objet interne et la notion d'objet subjectif sont très proches. creo que en Winnicott la noción de objeto interno y de objeto subjetivo están muy próximas, muy cercanas. Mais j'ai l'impression que ça renvoie déjà à un niveau assez complet de la représentation d'objets, Pero yo creo que esto nos lleva a un nivel bastante acabado de la representación de objeto, qui est au-delà déjà qui est au-delà de la représentation du lien seulement. que está mucho más allá que la representación del lazo al objeto solamente. Attends. Moi, je voulais profiter aussi pour te faire une question. Miguel. ¿Puedo aprovechar yo y hacer una pregunta o no? Sí, claro. Vas-y, je te traduirai. Primero en español, decile. No, quiero leer las preguntas de ustedes después. Hay una pregunta, no sé si ves en el 1204 de Lidia Storti. A ver. Porque ¿Podría estaba en el chat sí. la tenía cortada, no me aparecía. ¿Podría A ver. decirnos cómo juega el lazo con los padres biológicos en relación a la constitución del lazo con los padres adoptivos? On te demande, Bernard, si tu peux nous dire quelque chose par rapport au lien avec les parents biologiques en relation à la constitution du lien avec les parents adoptifs. Ah oui, ça c'est une question très importante et difficile. Oui. Es una pregunta muy importante y muy difícil. Pour y répondre, il faut d'abord rappeler Para contestarles, primero tengo que recordarles que les adoptions qui réussissent, ça existe. que las adopciones exitosas existen. C'est vrai que quand on est pédopsychiatre, psychologue ou psychanalyste, on rencontre surtout les cas d'adoption qui ne marchent pas bien. Es cierto que como psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, cuando encontramos un caso así, son en general adopciones que no anduvieron bien. Mais quand même, d'un point de vue statistique presque, Pero desde un punto de vista incluso estadístico, on sait aujourd'hui que la plupart des adoptions réussissent plutôt bien. sabemos que la mayoría de las adopciones son exitosas, Même les adoptions tardives, incluso aquellas que se producen tardíamente, contrairement à ce qu'on a pu penser à certains moments. contrariamente a lo que pudimos pensar en algún momento. L'adoption reste une aventure humaine incroyable, La adopción sigue siendo una aventura humana increíble, mais finalement, ça se passe mieux que ce qu'on a pu dire. pero se atraviesa mucho mejor de lo que se pudo decir en algún momento. Voilà, alors je rappelle ça pour dire que les liens prénataux Yo digo esto para decir que los lazos prenatales peuvent être remplacés par des liens postnataux pueden reemplazarse peuvent être remplacés par des liens postnataux différents. Pueden reemplazarse por lazos postnatales diferentes. Voilà. Peut-être que la possibilité de construire des liens prénataux La posibilidad de construir lazos prenatales, a lo mejor, est simplement une occasion de construire un processus. es la ocasión de construir un proceso, Mais un processus dont le contenu peut changer après la naissance. un proceso en un continente cuyo contenido puede cambiar después del nacimiento. Moi, je suis beaucoup plus psychanalyste, bien sûr, que spécialiste de l'attachement. Yo soy más psicoanalista que especialista del apego, Mais ça rejoint quand même un petit peu ce que les spécialistes de l'attachement disent. pero esto tiene que ver con lo que dicen los especialistas del apego. Le premier schéma d'attachement El primer esquema del apego ne va pas être le seul pour toute la vie. no va a ser el único para toda la vida.
Mais c'est le fait de pouvoir mettre en place un premier modèle d'attachement. Pero es el hecho de poder establecer un primer modelo de apego. C'est ce qui va permettre ensuite au bébé de construire d'autres modèles d'attachement avec d'autres personnes. Que le va a permitir al bebé poder construir otros modelos de apego con otras personas. Voilà, c'est comme ça que je me représente, moi, la question des représentations de liens prénataux. De esta manera es como yo me represento los lazos, cómo se establecen los lazos prenatales. C'est un premier schéma, c'est un premier modèle, un premier pattern possible. Es como un primer esquema, un primer modelo, un primer patrón posible. Mais qui est nécessaire pour pouvoir ensuite l'appliquer à d'autres contenus de liens. Necesario para poder aplicarlo a otros lazos. Voilà. C'est comme ça que je me représente les choses. Es así como yo me represento las cosas. C'est pour ça que je ne crois pas qu'on puisse parler de... comment dire non, je laisse. Voilà. Bueno, llegó hasta acá. Norberto, vos querías decir 2 palabras, me dicen acá en el chat. Yo quería. Ah, perdón. No, Alicia. Perdón, Sí, Alicia. Gracias, Norberto y Nora. Una es darle la bienvenida a Marité Sena Bernard, que hoy la nombramos, la nombró Claudia Levin, quien llevó adelante primero la construcción de esta carrera, ella, otros analistas y yo hace 11 años, así que bueno, agradecidos. Ahí podés ver, Bernard, el nombre de Marité, es quien también da excelentes clases sobre Arminda Verasturi. Y mi pregunta en relación a lo que... no puedo traducir. ¿T'as compris, Bernard? À peu près. Ils te disent qu'il y a dans la salle Marité Sena, qui est une disciple d'Arminda Verasturi, qui est une des fondatrices de cette institution et qui donne encore des cours magnifiques dans l'institution. Voilà, et qui est là avec nous dans le Zoom. Enchanté. Y la pequeña pregunta es si en relación al tema anterior, objeto subjetivo, uso del objeto, cuando Bernard habla de más que la presencia de la función materna, es cómo está la madre, si él está hablando de lo que Winnicott denomina lo imprevisible de la función materna, el efecto de la imprevisibilidad de la función materna que tiene en la constitución psíquica. Así cortito. La question qu'elle te pose, Bernard, en revenant à la théorie de Winnicott, si tu penses que quand tu dis que le bébé observe la mère et voit si elle est d'habitude ou pas comme d'habitude, est un rapport avec ce que Winnicott, quand il parle de la mère imprévisible. Oui. Et les effets de la mère imprévisible. Oui. Mais c'est-à-dire, la mère qui n'est pas suffisamment bonne. La madre que no es suficientemente buena. Qui n'est pas entièrement adéquate. Que no es enteramente adecuada. Voilà. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la mère suffisamment bonne. Lo que quiero decir es que la madre suficientemente buena. C'est celle qui est suffisamment inadéquate de temps en temps. Es aquella que es suficientemente inadecuada de tanto en tanto. Voilà. Il faut être un tout petit peu inadéquate. Hay que ser un poquito inadecuado. Pour que le bébé ressente qu'on lui fait confiance. Para que el bebé pueda sentir que le tenemos confianza. Voilà. C'est-à-dire que le retrait maternel ne doit pas être vécu comme un abandon. Quiere decir que cuando la madre se retira un poco no tiene que ser vivido como un abandono. Si la famille, si la mère, si le père sont déprimés, si la familia, si el padre o la madre están deprimidos, là, le bébé va le ressentir comme un abandon, comme une solitude terrible. El bebé lo va a vivir como un abandono, como una soledad terrible. Mais à certains moments, mais dans d'autres cas, au départ, la dépendance est absolue. Pero en otros casos, al principio, la dependencia es absoluta. C'est la période de préoccupation maternelle primaire. El periodo de la preocupación maternal primaria. Et il va falloir que la mère devienne un tout petit peu moins parfaite. Y la mamá tiene que volverse un poquito menos perfecta.
pour que la dépendance ne soit plus absolue mais relative. para que la dependencia deje de ser absoluta y pase a ser relativa. C'est-à-dire que l'enfant ressente qu'on lui fait confiance pour trouver certaines réponses tout seul. Y el bebé siente que le tenemos confianza para que él pueda encontrar ciertas respuestas solo. Je me retire non pas pour t'abandonner, Yo me retiro no para abandonarte, mais parce que j'ai confiance dans tes propres ressources. sino porque tengo confianza en tus propias herramientas. Et ce retrait winnicottien normal, Y esa retirada winnicottiana normal il est au cœur de ce qu'on appelle les pédagogies actives. está en el corazón de lo que llamamos las pedagogías activas. Le bébé est tout petit, il est fragile, il est vulnérable, El bebé es chiquito, frágil, vulnerable, mais ce qu'il peut faire tout seul, il faut déjà qu'il puisse le faire tout pero seul, lo que él puede hacer solo, tenemos que dejarlo poder hacer solo, avec l'adulte à côté de lui. con el adulto al lado de él. Hein, c'est comme si le message qu'on donne au bébé Es como si el mensaje que le damos al bebé était le suivant: fuera el siguiente. tu as énormément besoin de moi, Vos tenés mucha necesidad de mí, mais pas pour tout. pero no para todo. Est-ce que tu peux déjà faire un tout petit peu tout seul? Lo que vos podés hacer un poquito solo, Je vais rester là à côté de toi pour voir comment tu le fais. yo me voy a quedar al lado tuyo para ver cómo lo haces. Et m'émerveiller aussi. Y poder maravillarme también. Voilà, donc accepter de ne pas être entièrement bon, Aceptar de no ser enteramente bueno c'est être super excellent. es ser súper excelente. Nora, estamos con el tiempo un poco acotado. ¿Sí? Yo tomaría, hay muchas preguntas que lamentablemente van a quedar afuera y las seguiremos pensando, después lo ponemos en el chat. Pero hay dos preguntas que por ahí están articuladas. Una de Sandra Borovechi, que pregunta sobre la intervención del deseo de los padres, y otra de Inés Burgui, que pregunta sobre cómo pensar la cuestión del deseo inconsciente bajo esta manera de, sí, cómo piensa la vivencia de satisfacción. Digo, la cuestión del deseo inconsciente o el deseo de los padres en esta teorización que nos trae Goltz, ¿no, Bernard? Bernard, on te demande dans cette réflexion sur une troisième topic, comment tu penses les désirs, d'un côté les désirs des parents et les désirs inconscients? Comment tu pourrais inclure dans ta... Ouais. Je ne sais pas comment répondre à cette question. No sé muy bien cómo responder a esta pregunta. Parce que je n'ai jamais pensé à trouver une place pour les désirs dans les topiques. Porque nunca intenté encontrar un lugar al deseo en las tópicas. Oui. Alors, je pense quand même, je vais quand même essayer de réfléchir à cette question qui est importante. Hein. Voy a intentar reflexionar un poquito sobre esta pregunta que es importante. C'est-à-dire, peut-être que je crois que la personne qui a posé la question... creo que la persona que hizo esta pregunta, c'est deux personnes, hein, dans ces deux questions différentes. Je pense que les désirs inconscients sont qu'on peut leur trouver une place dans la première ou dans la deuxième topique, c'est ça? Yo creo que los deseos inconscientes podemos encontrarles un lugar en la primera y en la segunda tópica. Ouais. Bon, enfin, encore une fois, je ne sais pas si les désirs sont localisables comme ça, hein, même dans la première et la deuxième topique. Yo no sé si los deseos son localizables así en la primera y en la segunda tópica. Voilà, donc je vais peut-être pas aller trop loin dans ma réponse. No voy a ir demasiado lejos en mi respuesta. Mais moi, dans la topique du lien que j'essaie de promouvoir, pero en la tópica del lazo que yo estoy intentando, voilà, je mettrais qui est presque entièrement inconsciente, à vrai dire. que es casi enteramente inconsciente.
ce qui est déjà une formulation difficile parce que chez le bébé, la limite entre le conscient et l'inconscient n'existe pas tout de suite. El límite entre el inconsciente y el consciente en los niños no existe enseguida. Mais ce qu'on peut peut-être dire, c'est que le concept de désir, Lo que sí podemos decir es que el concepto de deseo dans cette topique-là, renvoie seulement au mouvement vers. reenvía al movimiento hacia. Au mouvement vers l'objet. Movimiento hacia el objeto. Voilà. Et donc peut-être que là, on est plus aussi dans un processus que dans un contenu. Estamos más en un proceso que en un contenido. Mais peut-être que, mais là, j'ajoute une chose, mais je n'ai pas envie d'aller plus loin pour l'instant. Voy a agregar una cosa, pero no quiero ir más lejos en el momento. C'est que peut-être il faudrait bien retravailler le concept de troisième inconscient chez Freud. Tendríamos que trabajar el concepto de tercer inconsciente en Freud. C'est-à-dire, il a évoqué un tout petit peu, mais sans beaucoup le détailler. Lo evocó, pero no lo detalló mucho. Il y a l'inconscient cognitif, enfin l'inconscient qui est à peu près du côté du préconscient. Está el inconsciente cognitivo que está más cerca del preconsciente. Il y a l'inconscient qui est l'inconscient véritable, qui est celui qui est lié au refoulement. Está el inconsciente verdadero, que es el que está ligado a la represión. Voilà. Et il y a un inconscient qu'il a évoqué. Y hay un inconsciente que Freud evocó. Et qui serait lié à l'association et à la réassociation, à la transformation des liens entre les traces psychiques. Que está ligado a la asociación y reasociación entre las huellas negras. C'est ça. C'est ce que à Genève, c'est ce que François Ansermet, je marque le nom là, François Ansermet et Pierre Magistrati ont beaucoup développé au cours des années précédentes. Es lo que Ansermet y Magistrati han trabajado mucho en los últimos años. C'est-à-dire que chaque fois qu'on réévoque le souvenir d'un lien, par exemple, cada vez que uno reevoca, se recuerda el recuerdo de un lazo, de una relación, il y a un écart entre l'expérience initiale et le souvenir. Hay una distancia entre el recuerdo y el hecho inicial. Et à chaque fois, les traces se modifient et s'écartent de la... Cada vez estas huellas se modifican y se alejan de esa experiencia inicial. C'est-à-dire que l'expérience nous écarte de la première expérience. Quiere decir que nos aleja de la primera experiencia. Alors, je crois qu'on pourrait, je vais pas aller plus loin, mais je pense qu'on pourrait se servir de ça pour penser le lien entre le bébé et la mère. Yo creo que nos podemos servir de esto para pensar el lazo entre la madre y el bebé. Dans chaque hallucination primitive, en cada alucinación primitiva, il y a une déformation du souvenir du lien. Hay una deformación del recuerdo del lazo. C'est pas une question de refoulement encore, c'est une question de transformation. Y no se trata todavía de represión, sino de transformación. Et là, il y a la place peut-être pour un désir inconscient, mais pas au sens de refoulement. Y ahí a lo mejor hay lugar para el concepto de deseo inconsciente, pero no en el sentido de represión. Voilà les idées qui me viennent là. Esas son las ideas que me vinieron. Nora, vos querías hacer una pregunta. No, pero es la U. Claro, Claudia Levín quería tener la palabra y después, Claudia, me pasás a mí para abrirlo. La pregunta yo se la hago después. Pero porque tiene que ver con la clínica y cómo uno puede, desde la clínica, porque armar una tópica sin poder aplicarla a la clínica como terapeutas, y me parece que era importante, esa era mi pregunta, que tenía que ver con la clínica de esta tercera tópica, que es la clínica del lazo también, que acá no está muy difundido, yo trabajé mucho en Francia, y tiene que ver con las terapias mamá-bebé, las terapias vinculares. Eso era lo que quería preguntar, pero no sé si hay tiempo. Bueno, puede haber otra mesa. Je disais, Bernard, que je voulais te poser la question de la clinique de cette troisième tópica. Oui, mais tu as répondu, là, c'est la clinique du lien. Oui, bien sûr, j'ai répondu, mais
ici en Argentine, moi je travaillais longtemps là-bas, mais ici en Argentine, tu sais, les thérapies maman-bébé, les thérapies de parents-bébé conjointes n'est pas très répandues. Ah ouais. Et donc, je voulais que tu puisses en parler un tout petit peu, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Mais je crois qu'on entend beaucoup de théories et c'est pour nous, c'est important de pouvoir le penser dans la clinique. Comment on utilise ces concepts. Effectivement, il n'y a pas le temps, mais les thérapies conjointes sont un modèle extraordinaire de tout ça. Claro, él dice que las terapias vinculares son ejemplares para esto. Et notamment au niveau de la technique. Y sobre todo a nivel de la técnica. Parce qu'il y a quelque chose de très difficile, mais qui est quand même un objectif. Porque hay algo que es muy difícil, pero que al mismo tiempo es un objetivo. C'est que les interventions du thérapeute es que las intervenciones del terapeuta doivent répondre à une demande transitive des parents, tiene que responderle a una demanda transitiva de los padres, à une demande intransitive du bébé, a una demanda intransitiva del bebé, et qu'elles doivent dire quelque chose du lien qui les unit. y tiene que decir algo del lazo que los une. Alors, quand on y réussit, c'est des moments formidables, ça, mais ce n'est pas tous les jours. Hein. Cuando uno lo logra son momentos formidables, pero no siempre ocurre. Voilà. Voilà. Sí, Bernard. Clau. Sí, simplemente agradecer muchísimo a Nora y a Bernard y a Nora por este trabajo que pueden hacer juntos en la transmisión del psicoanálisis, y a vos, Bernard, el poder transmitirnos un psicoanalista trabajando y pensando de un modo artesanal e invitándonos a todos a participar en un encuentro tan cálido y generoso. Muchas gracias. Merci beaucoup. Bueno, merci a Nora por esta invitación. Es solicitar que todos reactiven el micrófono para saludar y aplaudir esta conferencia que fue fantástica. Y mientras tanto los vamos invitando para el miércoles que viene, que empieza el segundo miércoles con el ciclo científico Psicoanálisis produciendo el intercambio. Así que ahora pueden reabrir sus micrófonos y así. Gracias, Bernard y Nora, muchas gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias, Gaby, Ramiro. Merci. 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 Gracias. Merci. A bientôt. Bonne chance. Excelente. Muchas gracias. Buenísimo.